Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce webinaire EDB. Il est 10 heures. Je vous propose, si vous le voulez bien, d'attendre peut-être 2 ou 3 minutes supplémentaires pour les personnes qui seraient susceptibles d'avoir un léger retard. Et comme convenu, nous commencerons la session aux environs de 10h03, 10h04 minutes pour être précis. Donc, nous vous mettons en stand-by, mais pensons à vous, nous commençons la session dans 3-4 minutes. Voilà, merci pour votre patience, à tout de suite. Merci beaucoup. Très bien. Bonjour. Écoutez, comme convenu, nous allons commencer ce webinaire. Tout d'abord, bienvenue et merci d'être parmi nous et d'avoir répondu à notre invitation concernant ce webinaire. Mon nom est Vincent Pajot, je suis Managing Director pour la France chez EDB et je vais être accompagné, ou je vais plutôt accompagner pour ce webinaire Thomas Petit-Fils qui est chez nous responsable avant-vente au niveau de la France et qui va au niveau de ce webinaire manager probablement l'essentiel de cette discussion. Concernant l'organisation, nous tenons à vous signaler que ce webinaire est enregistré. Donc, vous aurez la possibilité ultérieurement d'avoir accès à cet enregistrement. Donc, si vous voulez effectivement revisionner le contenu, revisionner et vous attarder sur certains aspects de ce webinaire, vous aurez tout le loisir de le faire. Donc, ce webinaire est enregistré. Et toujours en termes d'organisation, vous allez avoir la possibilité, durant tout ce webinaire, de poser dans le chat box, dans donc l'espace dédié aux questions, la possibilité de nous poser toutes les questions qui seraient relatives à EDB et à ce webinaire en particulier. Et nous ferons en sorte de pouvoir y répondre à la fin de cette session avec une séance de questions-réponses qui devrait pouvoir durer à peu près une dizaine de minutes. Concernant toujours les questions spécifiques que nous n'aurions pas éventuellement la possibilité ou pas assez de temps pour y répondre, nous nous engagerons à reprendre contact avec les différentes personnes désireuses d'avoir plus de contact avec EDB pour justement travailler peut-être plus en finesse et dans le fond ces questions-là. Alors le webinaire en question, vous avez vu l'agenda qui vous avait été envoyé par mail. C'est aujourd'hui une problématique et une thématique que l'on voit chez bon nombre de clients. C'est la problématique relative à la migration on va dire, d'applications et de bases de données dites legacy vers un environnement PostgreSQL. Alors, on sait qu'il y a bon nombre de défis qui généralement se présentent lorsqu'on est dans ce contexte-là. Et le but de ce webinaire, c'est de vous expliquer en quoi EDB est capable de vous accompagner d'un point de vue à la fois technologique comme d'un point de vue, on va dire, professional services, accompagnement au sens large du terme. Ça peut être réflexion stratégique, enfin, il peut y avoir tout un tas d'aspects sous cette thématique-là, mais c'est en quoi, en tout cas, la proposition de valeur de EDB va pouvoir vous permettre un accompagnement complet d'un environnement X ou Y vers un environnement PostgreSQL, et ce, de manière complètement transparente et non intrusive.
Donc, en termes d'agenda, Thomas va effectivement vous fournir comme on dit, la big picture de EDB, donc une introduction sur EDB et notre proposition de valeur. Les challenges que nos clients rencontrent généralement, les challenges à la fois business et à la fois techniques, quand il est question de migrer d'un environnement Oracle, puisque c'est notamment le sujet de cette thématique, vers un environnement PostgreSQL, et comment aujourd'hui, effectivement, on peut quitter cet environnement de manière complètement, on va dire, souple et transparente, même si ça peut paraître antinomique, vers un environnement PostgreSQL. Le point numéro 4, ce sera de vous expliquer en quoi la proposition de valeur de EDB est particulièrement comment dire, stratégique pour cette approche technologique, cette approche technique en termes de migration, et puis toutes les prochaines étapes que vous pourriez envisager avec nous si vous décidez effectivement de sauter le pas et de migrer de votre environnement Oracle vers un environnement EDB Postgres. C'est pour l'agenda. Ce que je vais faire maintenant, je vais laisser la main à Thomas Petit-Fils, notre expert sur le sujet, qui va vous expliquer comment EDB peut vous apporter un certain nombre de solutions sur cette thématique. Merci beaucoup. À plus tard, parce que je reprendrai la main effectivement sur une partie de la présentation dans quelques slides. Je vous remercie. À plus tard. Merci Vincent. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme le disait Vincent, je suis Thomas Petit-Fils. Alors, on ne va pas forcément faire une introduction trop commerciale sur EDB. Hein. Le but, c'est de parler technique. Donc, du coup, je vais tout de suite rentrer dans le cœur du sujet avec ce reporting fait par IDC sur les bases legacy, aujourd'hui, le parc qui peut exister. Parce qu'aujourd'hui, dans nos architectures modernes, avec la transformation digitale, ce genre de choses, les bases legacy sont un boulet, on va dire, que les entreprises peuvent avoir du mal à migrer. Et dans ce domaine-là, Oracle, avec toute sa puissance, malgré tout, représente 40% de part de marché. Donc après, on va retrouver du IBM, on va retrouver du Microsoft, et après de plus petits acteurs. Mais aujourd'hui, Oracle est bon, on le sait tous, est le numéro 1 au niveau des bases legacy. Et donc, du coup, beaucoup de clients qui viennent nous voir en nous parlant du fait qu'ils veulent quitter Oracle. Alors, la première raison, hein, on ne va pas se le cacher, c'est le cas pour tout le monde, c'est sans doute l'une des raisons qui vous fait être là aujourd'hui, c'est tout ce qui va être lié au coût. Alors, au coût direct, mais aussi à toutes les problématiques qui peuvent être liées au contrat, hein, aux pratiques commerciales, quand vous voulez passer du on-premise à de la virtualisation, quand vous avez des problématiques avec du hardware, dans le cas des Exadata, ce genre de choses. On voit certaines entreprises qui sont obligées de détacher une personne à plein temps sur la gestion des contrats Oracle, tellement ça peut être complexe, tellement les clients peuvent se retrouver avec de mauvaises surprises en disant, quand ils ont un audit, l'audit est une peur chez beaucoup de nos clients, de se dire, je ne sais pas quelle va être la surprise, je ne sais pas quel va être le chèque derrière. Et donc, du coup, ils voient Postgres et EDB comme une alternative. Une alternative, du coup, pour passer sur une stratégie open source. On a environ 90% des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont des stratégies open source, parce qu'ils ont une volonté, que ce soit au niveau du middleware, de passer sur du Node.js, du Java Spring Boot, etc. Et donc, dans cette mouvance, Postgres et l'open source est un choix. Et donc, souvent, les clients viennent nous voir soit pour la migration Oracle et donc la réduction des coûts, soit pour les besoins de nouvelles applications, pour vraiment avoir cette agilité, cette innovation qu'on ne peut pas avoir avec des bases legacy. Et toujours dans cette logique de flexibilité et d'innovation, tout ce qui va être autour du cloud, tout ce qui va être autour de la transformation digitale, ce genre de choses, de développer de nouvelles alternatives dans le cloud, dans des clouds privés, publics, ce genre de choses, dans de l'hybrid cloud. Tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que va apporter Postgres avec voilà, cette innovation et cette flexibilité. On ne va pas se le cacher, il y a quand même de gros obstacles. Hein, c'est comme on disait, beaucoup de clients veulent le faire, encore trop peu le font. Et donc, quels sont les principaux obstacles à cette transformation? La première, c'est bien entendu que pour beaucoup de clients, cela semble compliqué, qu'il faut faire des assessments, qu'il faut embaucher des personnes pour être capable de faire cette migration, qu'on se dit, voilà, j'ai les schémas, j'ai les données, je vais avoir des tests de non-régression sur mes applications. Une masse qui, dans de plus ou moins grandes entreprises, en fonction du nombre de ressources, du nombre d'applications, peut sembler une montagne
très difficiles à gravir. De la même manière, on se pose la question des DBA, les DBA Oracle, des personnes que ça fait 10, 15, 20 ans qui travaillent sur Oracle, qui ont été formés à ça, qui sont totalement experts du sujet et qui soit vont avoir un sentiment de rejet, de changer de technologie, soit qu'il va falloir reformer, donc avec des coûts de training potentiellement très importants, parce que se dire d'avoir le même niveau qu'un DBA Oracle sur un DBA Postgres, ça peut faire peur à certaines entreprises. On en a parlé juste avant, toutes les problématiques de contrat, parce que finalement, on ne va pas migrer d'Oracle à Postgres en général en une semaine. Donc, du coup, comment va se comporter Oracle dans la renégociation du contrat s'il y en a une? Quels sont les impacts? Comment je vais générer mes audits? Parce que voilà, je vais migrer petite base par petite base en général. Donc, on retombe sur la problématique de la montagne. Comment on va gravir cette montagne? Et donc, du coup, le dernier sujet, qui est l'un des grandes valeurs ajoutées de DB, c'est tout ce qui va être de se dire, mais j'ai développé pour Oracle, j'en fais depuis 15 ans, j'ai des applications qui ont été tellement customisées, qui ont tellement été personnalisées en termes de performance, etc., que je ne sais pas comment je vais migrer ces choses-là d'Oracle vers un système tel que Postgres. Quand on parle de migration, il y a plusieurs choses. Déjà, moi, je parle en général de migration et de compatibilité au runtime. La première chose, c'est bien sûr vos schémas. C'est classique, on a tous nos schémas, on a des objets, on a des tables, on a des triggers, on a du code, on a du PLSQL, on peut avoir des types de données custom et ainsi de suite. Ça, c'est la première partie. Bien sûr, on va devoir migrer ce schéma donc de Oracle vers EDB. Après, on va avoir la problématique de migrer la donnée à proprement parler. On peut avoir des cas simples où c'est des petites bases, ce genre de choses, et on va être capable de le faire on fait un dump, enfin je simplifie, mais on fait un dump, on le copie et on redémarre de l'autre côté. Ça, on va dire, dans le meilleur des mondes, ça fonctionne très simplement avec quelques lignes de commande et quelques petits outils. Par contre, quand on va tomber sur des bases de données beaucoup plus importantes en taille, mais aussi qui ont des besoins en termes de haute disponibilité, où on ne peut pas s'amuser pendant un week-end à stopper la base de données intégralement, on va se retrouver à avoir à utiliser des outils un peu plus avancés. Donc, on peut utiliser des ETL, on peut utiliser de la réplication logique. Voilà, un ensemble d'outils comme ça. De la même manière, la problématique de l'infrastructure, qui va être donc toute la question de se dire, j'étais sur du on-premise, j'étais sur de l'Exadata Oracle, où c'est que je vais déployer? Est-ce que je vais avoir besoin des mêmes optimisations que celles que j'avais fait sur du Oracle? Je quitte quand même le monde propriétaire. Voilà, toutes ces problématiques-là qui va se poser. Et donc la dernière, une fois qu'on a nos schémas, une fois qu'on a nos données qui ont été mises dans notre nouvelle infrastructure, le cœur du sujet, c'est toute la partie applicative. Le code, bien entendu, les langages, je fais du Java, je fais du SQL, du PLSQL, les connecteurs, tout ce qui va être les drivers, tout ce qui va être nos interfaces. Toute la question de l'optimisation, parce que comme je le disais précédemment, l'optimisation qui a été faite sur de l'Oracle, bah, dans un moteur PostgreSQL, il ne va pas forcément être repris de la même manière. Donc, on va avoir ces problématiques-là. On va avoir la problématique que les drivers, qui sont des drivers Oracle, si je passe sur un driver Postgres, je perds la compatibilité du driver. Et notamment chez EDB, nous avons des drivers JDBC, mais compatibles Oracle. Ici, voilà, donc ça résume ce qu'il y avait sur le slide précédent, mais d'un point de vue référencement de nos clients. Donc, nous avons 1500 personnes clients que nous avons contactés en juillet 2020 et sur ce qui les inquiète le plus dans la migration. Donc, vous voyez que déjà la plus grosse partie, ça peut surprendre parce que souvent les gens croient que la migration de la définition des données, donc tout ce qui va être lié au schéma, est quelque chose de simple. Mais en fait, quand on parle schéma, on parle données, mais on parle aussi PLSQL, trigger, ce genre de choses. Et c'est souvent ce qui fait peur aux clients. Et c'est là-dessus que DB va avoir une valeur ajoutée énorme avec un portail de migration sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Après, à part égale, on va retrouver donc tout ce qui est driver, parce que bah, les drivers OCI, .NET, ce genre de choses, sur la version communautaire, on a des limitations. Aujourd'hui, ODB va permettre d'avoir des drivers open source, mais compatibles Oracle. De la même manière, tout ce qui va être migration des procédures stockées, c'est pareil, je vais y revenir un peu plus tard quand on va parler du portail de migration à proprement parler.
Et la question du coup, alors c'est une question qui est relativement anecdotique au final. On a des clients qui sont capables de faire une migration sur une année, entre janvier et décembre, et que finalement, le coût de maintenance de leur base Oracle correspondait au coût de la migration vers EDB. Donc du coup, en fait, ils n'ont même pas été obligés de faire une demande de budget complémentaire ou quoi que ce soit. Ils ont juste dit, on va vous prendre le budget prévu pour Oracle et on va s'en servir pour faire la migration. L'idée donc aujourd'hui de la valeur d'ajoutée de DB, c'est de bien de considérer que ça fait 16 ans qu'on travaille sur ces migrations Oracle. Aujourd'hui, chez EDB, vous avez des personnes qui sont autant, voire plus compétentes en Oracle qu'en Postgres initialement, et donc vraiment une capacité de pouvoir vous accompagner du début à la fin. Donc, comme on en parlait, et ce n'est pas un secret, tout ce qui va être lié à la réduction des coûts. C'est ce qui peut être, alors après, le système de contrat d'Oracle pouvant être, enfin de pricing d'Oracle pouvant être très flexible, on ne peut pas forcément donner un chiffre, mais de manière générale, on sait qu'on sera toujours moins cher que du Oracle, qu'une solution packagée comme celle-là. Le second point, c'est bien, donc on en a déjà parlé, mais tout ce qui va être lié au vendor locking, c'est bien l'idée de pouvoir se dire aujourd'hui, je veux sortir de ces systèmes legacy, je veux sortir de ces problématiques où je ne peux pas faire ce que je veux de mon IT, où je ne peux pas le migrer, où je ne peux pas le transformer comme je le souhaite. Et aujourd'hui, passer sur de l'open source, passer sur du Postgres, c'est cette capacité à éviter ce genre de problématiques. Et donc, dès lors qu'on évite ce genre de problématiques, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être autour de la transformation vers le cloud. Aujourd'hui, c'est quand même l'une des forces de Postgres, c'est de pouvoir le déployer n'importe où. Sur du on-premise, donc, mais sur du cloud, en mode IaaS, en mode PaaS, en mode service manager. Vous avez tout un ensemble d'offres qui existent aujourd'hui, qui sont vraiment ouvertes et qui vous permettent d'aller où vous voulez, comme vous le souhaitez, autour de Postgres. Et encore une fois, sans avoir une problématique d'avoir un vendeur derrière avec des conditions de licence, etc., qui peuvent vous bloquer. Et les deux derniers points qui sont, pour moi, alors moi à la base, je suis techos, enfin, je suis architecte middleware. Et c'est la raison qui m'a fait découvrir Postgres avant même de rejoindre DB, c'est toutes les innovations, toutes les capacités que permettent les bases Postgres en termes d'extensibilité. Moi, j'aime bien toujours citer PostGIS, hein, c'est très connu, mais PostGIS n'est qu'une extension que tout le monde aurait été capable de faire et qui vous montre à quel point le moteur est à la pointe de l'innovation, est à la pointe de la capacité. On peut faire ce qu'on veut, on peut le faire comme on veut, on profite d'une communauté qui est toujours actif, qui développe chaque année de nouvelles fonctionnalités. Et aujourd'hui, pour moi, c'est la base numéro une en termes d'innovation. Et cette innovation qui, du coup, vous permet d'aller sur des transformations digitales. Encore une fois, en venant du monde du middleware, vous avez beaucoup de clients qui se prennent, pareil, des systèmes legacy, qui vont vous le mettre dans le cloud, qui vont réécrire leurs applications dans des architectures microservices autour de Kubernetes, ce genre de choses. Et finalement, on se rend compte que des bases comme Postgres prennent intégralement leur sens dans ce système-là, dans cette logique-là. Et que même donc un client qui était full Oracle, et je ne parlerai même pas que de la base de données, mais vraiment pour le RP, ce genre de choses, pour leur nouveau développement, ils vont passer sur des technologies comme Postgres. Maintenant que je vous ai fait la publicité de Postgres, pourquoi choisir EDB? Alors, comme je vous l'ai dit un peu initialement, nous avons vraiment cette volonté depuis 16 ans que nous existons de travailler autour de la migration Oracle. Et donc, nous avons aujourd'hui plus de 300 références de clients qui ont migré avec succès d'Oracle vers EDB. Ces consultants, voilà, par exemple, mon chef, le responsable des avant-ventes Europe, est un ancien Oracle Ace. Et c'est aujourd'hui une capacité qu'on a vraiment d'aller très profondément dans vos utilisations d'Oracle et d'être capable de vous dire comment, enfin déjà si, parce que malgré tout, il faut quand même vous dire si on est capable de le faire et comment on est capable de le faire. Et au-delà de ces compétences, toute cette compatibilité Oracle sur laquelle je vais revenir un peu plus en détail techniquement un tout petit peu plus loin, c'est la valeur à ajouter de DB. C'est vraiment de vous dire tout ce que vous aviez, vous n'avez pas besoin de le migrer, vous n'avez pas besoin de réentraîner vos ressources, etc. Nous assurons cette compatibilité en tant qu'éditeur avec vos bases de données Oracle. Toute cette expérience, aussi bien donc, dans les équipes services que dans les équipes avant-vente, que dans les équipes de développement, vous permet aujourd'hui d'avoir
une offre DB, sans parler que de la compatibilité Oracle, packagée. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, nous, on aura un outil qui s'appelle le Postgres Enterprise Manager, qui est tout simplement l'équivalent d'un Oracle Enterprise Manager, où notre volonté est de permettre aux gens de bien comprendre quels étaient leurs besoins autour de OM et de leur offrir le même niveau d'outillage et de service dans le monde Postgres. Et la dernière chose, qui était la troisième axe de création de DB, c'est tout ce qui va être lié au niveau du support. Donc avec un support vraiment niveau d'entreprise, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, follow the sun. Pourquoi? Parce que quand on commence à être en production, quand on commence à installer de plus en plus de bases Postgres, on a un besoin de service, de support, on a un besoin en production d'avoir quelqu'un qui peut répondre. Quand voilà, on parle de haute disponibilité avec les 4.9, les 5.9, tous ces aspects-là, c'est aujourd'hui quelque chose que va vous proposer EDB dans le cadre de son offre, qui donc n'est pas lié que à la migration d'une base, mais bien à l'ensemble des services que vous avez autour de Oracle. Et même pour aller un petit plus loin, Vincent y reviendra un peu plus tard, mais toutes les notions de Technical Account Manager, de TAM, ce genre de choses, on va avoir les mêmes notions chez EDB pour que vous puissiez vraiment garder le même niveau de service global. Donc là, je vais rentrer un peu plus en profondeur sur cette fameuse compatibilité Oracle. La première chose, donc on en a déjà beaucoup parlé, mais c'est vraiment de bien se focaliser sur la migration technique. Pourquoi? Parce que souvent les clients, c'est un besoin, c'est-à-dire en premier workshop, en première étude, on va avoir ce désir des clients de se dire, je prends un, deux, trois schémas Oracle et je voudrais voir qu'est-ce que ça donne avec EDB. Parce que j'ai essayé potentiellement des outils open source, j'ai un peu travaillé avec des sociétés de services ou ce genre de choses. Je me retrouve potentiellement avec 100, 150 jours de redéveloppement, de refactoring de mes applications. On va y revenir un peu plus tard. Il y a un portail qui permet de faire ce genre de workshop. Mais l'idée chez nous est bien de se dire que tout ce qui va être vos schémas, vos types de données, vos packages, vos procédures stockées, etc., on va les garder telles quelles. Il y aura une petite adaptation qui pourra être faite donc, par le fameux portail. Mais l'idée, c'est que vos blobs, vos clubs, etc., on ne va pas les modifier. On va être capable de les garder telles quelles. C'est vraiment une migration, ce n'est pas une réadaptation du code à ce niveau-là. De la même manière, pour aller plus loin, souvent quand on parle d'Oracle, on parle de sa sécurité, de tous les aspects RGPD, notamment en France, ce genre de choses. Notre base va vous apporter le même niveau de service. Vous aurez tout ce qui va être lié à la gestion des mots de passe, à la gestion des profils comme sous Oracle, toutes les notions d'auditabilité de la solution, qui a requêté quoi, qui a modifié quels objets, et notamment tout ce qui va être, c'est un classique d'Oracle aussi, tout ce qui va être la protection contre l'injection de code SQL. Et enfin, pour finir, on va retrouver tout un ensemble de packages, aussi bien à destination des développeurs, pour accélérer les développements dans une logique DevOps, ce genre de choses, mais aussi à destination des DBA. On va retrouver tous les packages classiques, tous les dictionnaires classiques. On va y revenir, j'ai un listing un tout petit peu plus loin. On va retrouver toutes des fonctions comme les synonymes, la gestion des transactions autonomes. Voilà, vraiment tout un ensemble de fonctionnalités qu'on a dans le monde Oracle et qu'on perd dans le monde forcément Postgres communautaire et que EDB permet de conserver vraiment à l'identique. Tout cela pour en arriver, donc, quels sont les bénéfices après en parler? On en a parlé au début. Pourquoi on va quitter Oracle, notamment pour les besoins d'infrastructure, de migration, et donc du coup, la capacité de garder avec nos applications tout le PLSQL, c'est le point fort de cette migration. Et notamment, c'est aussi quelque chose que souvent les nous demandent, tout ce qui va être l'interopérabilité avec les drivers OCI. De la même manière, du fait qu'on va garder une logique, on va avoir le PEM à la place du OM, on va avoir l'équivalent du SQL+, qu'on va appeler le DB+, l'équivalent du SQL Loader, on va appeler le DB Loader. On n'a pas été très originaux sur le nom. Mais tous les dictionnaires, ce genre de choses, ça permet à des DBA, notamment, de se retrouver vraiment dans le même monde. Et des fois, on a des clients qui viennent nous voir en nous disant, je suis passé sur du Postgres communautaire, même pas parce que c'était un besoin de migration, c'était ils voulaient pour leur nouveau développement passer sur du Postgres. Ils avaient pris au début que du support avec nous pour justement ces bases-là. Et en fait, quand les DBA ont commencé à un peu plus travailler le sujet, un peu plus rentrer, que donc ils devaient maintenir et du Oracle et du Postgres,
Ben, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les mêmes outils en termes d'études de performance, en termes de maintenabilité, ce genre de choses. Et donc, c'est pour ça que du coup, ils sont venus sur notre offre complète où du coup, ils avaient vraiment ces mêmes outils, voire même ils pouvaient utiliser les mêmes. C'est-à-dire que par exemple, le SQL+, vous avez développé enfin, vos DBA ou vos équipes de production ont développé des scripts qui tournent sur du SQL+. Il n'y a pas besoin de redéveloppement. On prend le même script, on le place en VDB+, on aura le même résultat qu'avec SQL+. Et donc, du coup, voilà, c'est juste le nom de la commande qui change, mais on va se retrouver donc avec ce genre de solution. Et dès lors qu'on n'a pas besoin de réécrire nos applications, dès lors qu'on n'a pas besoin de réentraîner nos équipes, dès lors qu'on n'a pas besoin de revoir les processus de production, eh ben, on se retrouve forcément, bien entendu, à réduire les coûts et bien entendu, surtout à réduire les risques en termes de tests de non-régression, en termes d'impact métier, ce genre de choses. Un peu plus technique, du coup, ici, on va retrouver une vue globale de tout ce qu'on apporte sur la fameuse compatibilité Oracle. On va commencer classiquement avec des extensions, donc le décode, le substr, la gestion des datetime, on n'a pas du tout le même niveau entre du Postgres communautaire et du Oracle. Donc tout ça, c'est ce qu'on va retrouver dans la version EDB Postgres. J'en ai parlé, donc tout ce qui va être au niveau du PLSQL, bien entendu, la gestion des pragmes, la gestion des exceptions custom, que moi, c'est quelque chose que je vois beaucoup utilisé pour la normalisation des exceptions, le fait qu'on soit sûr que la base de données remonte toujours quelque chose de normé. Tout ce qui va être au niveau de la gestion des transactions. Postgres et communautaire ayant une façon très différente d'Oracle de gérer ces transactions. Ça peut être quelque chose que les gens justement ne voient pas en termes de complexité initialement, de se dire que finalement les transactions elles ne vont pas être committées de la même manière. Et donc du coup, là où j'étais sûr de ne pas perdre de la donnée, sur du Postgres communautaire, je ne suis pas sûr de ne pas perdre de la donnée. Et nous, c'est quelque chose qu'on va conserver, c'est-à-dire qu'on a cette capacité à committer au même moment que Oracle committait. EDB+, EDB Loader, j'en ai parlé. Les fameux dictionnaires, donc les DBA underscore, les user underscore, notamment en termes d'audit de sécurité, ce genre de choses, très utilisées par les DBA. Toute la gestion donc des packages, notamment les DBMS et les utils. Ça peut sembler bête parce que certains disent bah oui, mais on a des extensions dans la communauté qui récupèrent, qui permettent d'avoir ce genre de choses. Oui, aujourd'hui, et je vais en arriver, on a des statistiques là-dessus. Pas tous. On a toujours des cas où finalement, on n'a pas récupéré l'intégralité des packages. Et donc, les clients se retrouvent au dernier moment à avoir quelques fonctions qui manquent, ce qui peut avoir des impacts sur le business, sur la migration elle-même, ce genre de choses. Les types de données, j'en ai parlé. C'est vraiment l'idée que du coup, c'est des types qui sont natifs à notre base. Ce n'est pas des interfaces, ce n'est pas une remapping ou ce genre de choses. C'est vraiment, ils sont compris et interprétés par notre moteur comme ils le sont chez Oracle. Et donc, du coup, ils sont stockés aussi de la même manière qu'ils le sont chez Oracle. Les drivers, je vais y revenir un tout petit peu plus loin après. Et donc, après, un ensemble de features, on en a parlé, mais tout ce qui va être les packages, tout ce qui va être les triggers, tout ce qui va être les hints. Les hints, c'est quelque chose d'important, notamment pour les DBA qui ont l'habitude justement de surcharger les plans d'exécution, ce genre de choses, pour des besoins de performance, ce genre de choses. Et du coup, nous, on va être capable de les réinterpréter. C'est-à-dire que si un DBA a senti le besoin de forcer quelque chose au niveau du moteur Oracle, ce sera forcé de la même manière au niveau du moteur EDB. Et donc, du coup, on vous garantit que le plan d'exécution sera respecté de la même manière. Et après, un ensemble de choses au niveau donc, des requêtes hiérarchiques, au niveau des vues matérialisées, et notamment du partitionnement aussi, où du coup, on va avoir un partitionnement qui va fonctionner peu ou prou comme celui d'Oracle. Ici, une vision un peu différente, où on va partir à gauche donc, de la vision client, la base de données et donc les utilitaires. Les drivers, c'est pareil, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Mais ce qui est important de se dire, c'est qu'en bleu, vous avez ce qui existe dans la version communautaire. Et en noir, ce qu'a rajouté EDB. Et j'en parlais un tout petit peu plus loin, tout petit peu avant, pardon. Les drivers JDBC, vous avez bien entendu les drivers JDBC qui existent pour la version communautaire. Par contre, ils nous apportent chez EDB cette fameuse compatibilité Oracle qui est du coup très importante dans le cadre de nos migrations. De la même manière, au niveau du ODBC, ce genre de choses, on va avoir cette capacité à gérer la migration. Et si vous êtes hors migration, parce que justement, vous êtes dans une transformation digitale avec du Node.js, avec du Java Spring Boot ou autre technologie, vous aurez les drivers classiques que vous pouvez utiliser, bien entendu, comme avant.
Au niveau du moteur en lui-même, je ne vais pas forcément rentrer dans tout le détail, mais on va retrouver, donc, comme je le disais encore une fois, hein, on insiste, mais tout ce qui va être PLSQL, c'est quelque chose d'important. Tout ce qui va être les hints, c'est quelque chose d'important. La gestion des copies, la gestion le profiler, le SQL profiler, et la gestion de code en termes de Perl et de Python, qui sont quand même aujourd'hui de plus en plus utilisés. Et toute la partie sécurité, alors sécurité, c'est très vaste, je suis passé très très vite tout à l'heure. C'est quelque chose où, pareil, on aime bien faire des workshops ou refaire des sessions spécifiques parce que ne faut pas croire que parce qu'on vient de l'open source, on ne sait pas sécuriser une base au même niveau qu'une base Oracle. On sait faire de la transparent data encryption, on sait faire de la data redaction, on sait sécuriser les mots de passe. Voilà, on a vraiment toute une capacité à gérer l'ensemble de la sécurité bien au-delà de ce que va permettre un Postgres communautaire et de manière à respecter les mêmes appliances que le ferait une base Oracle. Et à droite, donc, du coup, tout ce qui va être les petits utilitaires, entre guillemets, notamment tout ce qui va être, donc j'en ai parlé, le SQL Profiler, le DB Loader, le Dynatune, qui pareil sont des petits outils que nous, on a rajoutés au fur et à mesure pendant ces 16 ans pour répondre aux besoins des clients et aux besoins des DBA qui veulent avoir le même niveau d'outillage qu'ils l'ont dans le monde Oracle. Le fameux portail, donc, le portail, en fait, c'est donc une interface web que vous avez accès gratuitement en ligne, dans laquelle vous allez pouvoir charger vos schémas, vos DDL. Donc, en fait, vous avez un petit script à télécharger, vous l'exécutez en local chez vous. On ne récupère pas de données. De toute façon, c'est des fichiers clairs, donc vous pouvez les lire sans aucune difficulté. Et donc, après, vous allez charger dans le portail ces informations-là, et ça va vous migrer automatiquement vos schémas dans le modèle EDB. Pourquoi on a mis ce dessin-là ici? C'est pour vous montrer à quel point, finalement, il y a des cas que on pourrait se dire c'est anecdotique ou ça se produit peu souvent. Et en fait, on se rend compte que ça arrive énormément. On a étudié plus de 2,2 millions de DDL. Et donc là, on retrouve les statistiques de sortie. Ce qui est intéressant, c'est par exemple, on a 17% qui utilisaient le prime de l'autonomous transaction. Donc, le prime de l'autonomous transaction, c'est le fait d'être capable de faire des sous-transactions dans une plus grande transaction, notamment parce que je veux committer quelque chose, mais en même temps, je continue à exécuter mon PLSQL. Souvent, les clients ils disent non, j'en ai pas, c'est pas quelque chose qu'utilise, etc. Bah, dites-vous que dans 17% des cas, si, c'est utilisé. De la même manière, les hints, on me dit souvent oui, mais dans les dernières versions d'Oracle, on ne les utilise plus, ce genre de choses. Peut-être en 9, mais non, on n'en sert plus. Aujourd'hui, le portail il va gérer du Oracle 11 et du Oracle 12, et dans 15% des cas, on va se retrouver avec ces cas-là. Et le dernier qui est le plus important pour nous, c'est tout ce qui va lier au fameux package Oracle, notamment donc, tout ce qui va être lié au DBMS, au util, ce genre de choses. Et on se rend compte que c'est 36%, c'est-à-dire plus d'un tiers des cas où on a ce besoin-là de pouvoir conserver les fonctionnalités. Et donc, c'est des packages qui sont supportés par EDB et qui, dans le cadre de la compatibilité, seront repris tels quels et vous n'aurez aucune adaptation à réaliser. Les drivers, j'en ai beaucoup parlé. Donc, on va retrouver, comme je disais, JDBC, ODBC, .NET et OCI. Ce qui est important de se dire, c'est surtout OCI. Alors, JDBC est le cas le plus communément admis, bien entendu. OCI est quand même des drivers qui sont de plus en plus utilisés dans les grandes entreprises pour profiter notamment des hautes performances, ce genre de choses. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, on offre quasiment le même niveau de service sur les drivers OCI que sur les drivers JDBC. Et de la même manière, les drivers .NET, quand on va faire des migrations un peu différentes, on va être capable de s'en resservir avec quelques limitations. Mais de manière générale, on va avoir toutes ces fonctionnalités-là qui sont supportées chez EDB. Un petit résumé du coup de ce qu'on vient d'expliquer. On reprend la logique donc où je vais migrer mes schémas, je vais migrer mes données et les répliquer surtout. Je vais devoir migrer mon code avec toute la complexité que ça peut avoir, toute la réécriture que ça peut avoir. Je vais devoir migrer mes API. Donc là, ce que on entend par API, c'est tout ce qui va être les drivers, ce genre de choses. Et après, je vais avoir besoin de retrouver des outils identiques au monde Oracle. Aujourd'hui, si vous regardez les vendeurs autour des solutions Postgres, notamment au niveau des clouders, ce genre de choses, certains vous proposeront un outil de compatibilité des schémas, certains vous proposeront un certain niveau de réplication de vos données.
Après, vous n'aurez jamais le même niveau de service que vous avez sur Oracle. Vous serez obligé de réécrire du code, vous serez obligé de modifier vos API. Vous n'aurez jamais le même niveau d'outillage en termes de monitoring, d'alerting. Chez EDB, par exemple, on a plus de 450 métriques qui vous seront fournies out of the box pour monitorer vos bases. Vous n'aurez jamais ce niveau-là aujourd'hui dans les solutions qui puissent exister. Et de manière générale, vous aurez un tel gap technologique entre un Oracle on-premise et des solutions potentiellement orientées cloud, full Postgres communautaire, que vous aurez ce besoin de re-entraîner vos équipes, de recréer vos process opérationnels. Et tout ça, aujourd'hui, la logique chez EDB, c'est vraiment de vous aider sur l'ensemble de ce périmètre et pas de se limiter juste à prendre vos schémas, vos données et, entre guillemets, débrouillez-vous après pour le reste de la migration. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que une migration Oracle est un bon candidat chez EDB? Déjà, classiquement, tout ce qui va être l'utilisation des ORM, donc notamment autour d'Hibernate, de Spring, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le cœur du métier d'EDB et c'est quelque chose qu'on a migré de manière récurrente avec une énorme facilité. Tout ce qui va être au niveau des procédures, des fonctions, du PLSQL, si vous êtes dans l'open source, vous devez vous en inquiéter parce que vous savez que vous allez devoir le réécrire. Chez nous, aujourd'hui, c'est un exceptionnellement bon candidat avec aucune inquiétude. Et encore une fois, comme je vous le disais, le portail vous permet de vous en assurer. Sur la colonne du milieu, on va parler de tout ce qui va être la capacité à modifier le code source. Alors, quand on parle de modifier le code source, on parle surtout de la fait de changer les drivers. Quoi qu'il advienne, on ne peut pas garder les drivers Oracle. Il y a forcément une question de copyright. Donc, on a forcément le besoin de modifier un minimum le code source et donc, du coup, de modifier ces fameux drivers. Et en modifiant le code source, avoir accès quand même aux développeurs applicatifs. Pareil, là, le but, ce n'est pas de refaire quoi que ce soit. C'est juste de se dire qu'il y aura quand même un minimum de tests à réaliser. Et que donc, pour cela, on a quand même besoin d'avoir accès à des développeurs. Ce n'est pas totalement transparent, donc on a besoin des développeurs pour ça. Les deux cas, par contre, où là, c'est l'inverse, c'est vrai, où on ne conseille pas de migrer sur du EDB, mais en fait, de manière générale, c'est tous les cas où on va utiliser RAC. Alors, RAC, pas forcément dans une logique de haute disponibilité. On a des solutions qui existent en parallèle, mais tout ce qui va être au niveau de la streaming, de la scalabilité horizontale que va vous permettre RAC, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui existe dans le monde Postgres et EDB, et au même titre que les flashbacks aujourd'hui. Les flashbacks, en fait, on peut les gérer, mais il n'y a pas de solution universelle. Donc, ça nécessite forcément un travail spécifique au cas par cas, qui du coup, c'est possible, mais ça nécessite un travail plus approfondi. Et donc, du coup, comme je le disais, le pendant du slide qu'on vient de voir, au niveau du driver OCI, comme je vous le disais, on a un driver chez EDB qui fait du OCI. Par contre, c'est quelque chose de très complexe, l'utilisation du OCI. Et du coup, quoi qu'il advienne, ça va nécessiter une étude plus détaillée. Alors, on ne dit pas qu'on ne sait pas le faire, hein, bien au contraire, on sait le faire, on a des clients qui l'ont fait. Mais c'est la question que ça ne sera pas une migration transparente qui va se faire en une semaine, ce genre de choses. Il y aura besoin de services, il y aura besoin d'études un peu plus approfondies, mais on sait le faire. De la même manière, tout ce qui va être notamment lié au niveau du spatial, Oracle a sa fonction spatiale, Postgres, donc avec EDB, on réutilise tout ce qui est au niveau de PostGIS, sauf que du coup, ce n'est pas le même type d'objet. Oracle a fait ses objets internes, bien entendu. Donc du coup, il y a une adaptation. Aujourd'hui, on en a fait, enfin moi j'ai travaillé sur des migrations Oracle spatial to PostGIS. Ça fonctionne très très bien, c'est juste que c'est plus spécifique. Et de la même manière, un peu au driver OCI, tout ce qui va être lié au niveau des extensions .NET ODBC, qui peut nécessiter un travail un peu plus approfondi. En candidat vraiment plus difficile, on va retrouver tout ce qui est au niveau de proc. Alors, pas forcément au niveau de la technologie elle-même, mais comme on le disait, c'est utile qu'on ait des développeurs sous la main et ce genre de choses. Et souvent, on se rend compte que à ce niveau-là, on a du mal à retrouver les développeurs du fait de la technologie qui n'est pas si utilisée que ça. Et donc, du coup, ça peut créer parfois des petits problèmes. Au niveau du PLSQL, on a cette capacité à migrer. Comme je vous disais, on a la capacité à gérer les transactions de la même manière que le gère Oracle. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir, pour s'en assurer, besoin de travailler un peu plus le code, et notamment en termes de testing. Et donc, du coup, ça va forcément être des migrations un peu plus difficiles. Les deux derniers points, alors le dernier, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est autour de RAC et de flashback.
je vous invite, on vous enverra à la fin les liens, mais notamment le fait que l'utilisation de RAC est-elle vraiment indispensable dans votre entreprise? Parce qu'on connaît la capacité des commerciaux d'Oracle à vendre RAC à beaucoup de monde. Parfois, on a des clients qui nous disent: «Oui, je fais du RAC», mais en fait, quand on creuse un peu, ils font du RAC mononœud. Donc, du coup, bah, un peu plus, enfin, on leur dit: «Bah oui, mais dans ce contexte-là, on est capable de vous aider». Et encore une fois, comme je le disais sur le slide précédent, si par contre vous faites du RAC avec la scalabilité horizontale, là, par contre, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et le point précédent, c'était tout ce qui est lié aux procédures stockées écrites en Java. On insiste sur le fait écrit en Java parce que, en général, ces procédures-là vont faire appel à des packages Java Oracle, qui sont des packages propriétaires, et par contre sur lesquels, du coup, on a très peu d'informations et donc une difficulté à les migrer. Si c'est du PLSQL, aucun souci. Voilà. Si c'est des procédures Java, on va avoir quelques difficultés complémentaires. Et après, bien entendu, tout ce qui va être anecdotique, tout ce qui va être spécifique propriétaire Oracle en plus. À l'époque, c'est les Oracle Forms, même si on en trouve de moins en moins, et même si on a des solutions d'ailleurs. C'est pas qu'on ne fait pas, hein, encore une fois, c'est qu'il faudra forcément l'étudier plus en détail, et avec plaisir, on pourra l'étudier avec vous. Le fameux portail de migration, donc vous avez un screenshot à droite. Donc, comme je vous le disais, hein, c'est vous prenez votre schéma, enfin vous nous chargez vos DDL, aucune donnée sensible, et à partir de là, ça va vous générer un rapport comme celui que vous voyez là, qui va vous permettre donc en fait soit d'avoir 100%, soit si vous avez quelques pourcents, vous allez pouvoir naviguer dans les différents objets, voire corriger vous-même. Nous, c'est quelque chose qu'on fait très souvent en workshop. On a 97, 99%. Bah, il manque des cotes où il y avait un objet un peu custom que le portail n'a pas réussi à migrer tout seul. Le portail il travaille en quelques secondes sur des milliers et des milliers de lignes. Vous pouvez même charger plusieurs schémas en parallèle si vous le souhaitez. Donc voilà, donc un outil qu'on affectionne utiliser qui va permettre donc de migrer vos schémas et vos procédures, en incluant vos procédures stockées. Derrière, on va trouver ce qu'on appelle chez nous un Migration Toolkit, qui est donc une boîte à outils qui va permettre notamment la migration des données. Comme je le disais, quand c'est des petits volumes, ce genre de choses, vous aurez l'outil directement disponible. C'est une ligne de commande. Moi, j'ai des clients, ils ont pu migrer des bases de plusieurs centaines de mégaoctets en quelques secondes. Voilà, vous remplissez un fichier, vous donnez connexion source, connexion cible, Oracle DB, et ça fait la migration tout seul, vous n'avez rien à faire. Et dans les cas plus complexes, donc la logique de réplication, où là, on va être capable de faire sur des migrations beaucoup plus importantes avec un temps d'interruption minimal, la migration de vos données. Encore une fois, après, on en reparle, hein, tout ce qui va être OCL, JDBC, ODBC, etc. Le Postgres Enterprise Manager, donc l'équivalent d'OEM que j'ai cité, qui peuvent affectionner les DBA pour rester dans un monde où ils peuvent voir toutes leurs bases de données, où ils peuvent exécuter des requêtes, où ils peuvent faire du capacity planning, etc. Et le failover sur tout ce qui va être la haute disponibilité. Je vais te rendre la main, Vincent, du coup, pour la suite. Encore une fois, n'hésitez pas à poser les questions-réponses sur l'interface Zoom. On y répondra à la fin. Vas-y, Vincent. Tout à fait, pardon. Oui, merci Thomas. Alors effectivement, si tu peux juste dérouler la slide suivante. Comment dire, chez EDB, quand on parle d'accompagnement, il y a effectivement aujourd'hui un certain nombre comment dire, d'outils et de process qui sont proposés à nos clients et à nos prospects pour faire en sorte d'évaluer comment dire, les possibilités de migrer avec nos produits. Donc, comme vous l'a expliqué tout à l'heure Thomas, on a tout d'abord comment dire, au travers de notre portail ce fameux outil qui va vous permettre, sans rentrer dans la procédure qu'on pourra effectivement vous détailler ultérieurement, qui va vous permettre d'évaluer en quelques minutes on va dire, le taux de compatibilité entre vos applications actuelles qui tournent sur un environnement, on va dire, sur des bases de legacy, vers un environnement UDB. Donc, on donne un taux de conversion qui permet déjà en quelques minutes d'avoir une idée assez précise de, comment dire, de le process et l'automatisation que vous allez pouvoir trouver avec EDB. Donc, si vous voulez ultérieurement aller plus loin dans cette démarche, n'hésitez pas à nous solliciter. On est capable comment dire, de vous accompagner, on est capable de vous proposer tous ces services-là, notamment au travers de POC, comme le font pas mal d'éditeurs. Donc, ça vous permet d'avoir une idée plus que très précise de ce que vous allez pouvoir faire avec nous. En termes de services et en termes de support, alors c'est vrai que tu peux continuer Thomas, en termes de support et en termes de services, quand on parle d'accompagnement, c'est vrai qu'on va assez loin, dans le sens où tout d'abord,
bon nombre de nos clients aujourd'hui viennent nous voir en nous expliquant qu'ils utilisent le produit PostgreSQL pour des applications plus ou moins critiques, plus ou moins stratégiques. Et l'une de leurs premières préoccupations est de pouvoir obtenir dans un environnement de production du support, donc du support sur le PostgreSQL. Alors, sachez que EDB, de par la légitimité qu'on a sur cet environnement, et je vais y revenir dans quelques slides, on est capable de vous proposer sur votre environnement existant PostgreSQL un support technique complet qui va être proposé par nos ingénieurs. Donc, gardez ça en tête, c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui proposer. Le deuxième point, bon nombre de nos clients aujourd'hui travaillent sur des architectures, on va dire, hybrides, où il y a de plus en plus de produits utilisés on-premise, certains produits utilisés en cloud, cloud privé, cloud public, donc des architectures qui deviennent de plus en plus complexes. On est capable aujourd'hui de couvrir tous ces environnements de manière complètement transparente. Donc, de nouveau, si vous avez des préoccupations, si vous avez des interrogations sur le sujet, n'hésitez pas à nous mettre à contribution. On vous expliquera comment nous sommes capables de vous accompagner sur cet aspect-là. Quand on parle effectivement de support technique, on va parler généralement pas uniquement du support technique en mode réactif, mais du support technique aussi en mode proactif. Donc, on est capable aujourd'hui, pour un certain nombre de sociétés qui sont demandeuses sur le sujet, de proposer des TAM, donc des Technical Account Managers, qui sont des ressources dédiées EDB, donc des consultants EDB, qui vont intervenir chez nos clients. Donc, ce sont des consultants français, je le précise, parce que dans certains cas, les boîtes américaines ont tendance à essayer de travailler avec des consultants américains. Donc, ce sont des consultants français qui vont être capables d'avoir une vision stratégique, de vous accompagner dans une vision stratégique du management de votre infrastructure IT au niveau des databases. Et donc, selon différents niveaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, selon qu'il s'agit d'un niveau silver ou d'un niveau gold, ce sont des ressources qui vont pouvoir travailler 40 heures, voire 75 heures par mois avec vous et qui vont pouvoir vous accompagner sur l'analyse de tous les incidents techniques que vous pouvez avoir. Ça, c'est effectivement la base. Engager un certain nombre de mesures proactives pour faire en sorte que ces incidents ne se reproduisent plus et surtout vous aider à avoir d'anticiper une vision stratégique sur toute l'optimisation de votre infrastructure. Donc ça, c'est quelque chose que l'on est capable de proposer. N'hésitez pas à nous solliciter sur le sujet, on vous en dira un petit peu plus. Et pour aller encore au-delà au niveau du support technique, on a même un service de type ACS qui va permettre aux clients demandeurs, et qui sont généralement des clients corporate et assez grands comptes, d'avoir une hotline complètement dédiée avec des ressources techniques et des ingénieurs dédiés et avec aussi des resolution time, des temps de résolution beaucoup plus courts et beaucoup, on va dire, optimisés par rapport à ce qu'on propose généralement au niveau du support technique. Donc, c'est aussi quelque chose que nous sommes capables de proposer aujourd'hui aux clients et aux sociétés implantées en France. Alors, quand je parlais tout à l'heure de légitimité, sans vous refaire toute la genèse de DB, ce qu'il faut qu'on précise, c'est qu'en termes de légitimité, on est étroitement lié à l'environnement PostgreSQL. Alors pourquoi? Tout d'abord, au niveau des personnes qui à l'heure actuelle travaillent chez EDB, bon nombre sont des membres actifs de la communauté. Donc on a sur la partie gauche de cette slide, on a la chance de pouvoir revendiquer aujourd'hui deux membres qui sont donc des membres de la core team, des membres qui ont créé au départ le produit PostgreSQL. Donc, on sait qu'une core team, c'est 5 personnes. On a aujourd'hui 2 personnes de cette core team qui travaillent pour le compte de DB en tant que salariés EDB et qui sont aujourd'hui des stratèges techniques qui vont aider EDB en fin de compte à anticiper et à extrapoler sur les tendances du marché. Donc, ce sont aujourd'hui des conseillers techniques qui font partie du board de chez EDB et qui travaillent aujourd'hui chez nous. On trouve ensuite, sans rentrer dans les détails, des contributeurs majeurs et des contributeurs au produit communautaire. Donc, ce sont des gens qui régulièrement écrivent du code, du bug fixing, enfin travaillent donc dans la perspective d'améliorer le produit communautaire. Donc, ce sont des gens aussi qui sont capables de commiter du code dans la version communautaire. Gardez bien à l'esprit aujourd'hui que même si EDB a pour vocation de vendre des produits, des fonctionnalités ou des solutions, ce dont on ne se cache pas, sachez quand même qu'aujourd'hui, près de la moitié du code et des développements qui sont faits par EDB sont portés gracieusement dans la version communautaire. Donc, on revendique aussi aujourd'hui le statut probablement de premier contributeur à la version communautaire. Et donc, comme je vous le disais, c'est cette légitimité aussi qui nous permet aujourd'hui de proposer du support technique aux clients qui utilisent un environnement full PostgreSQL. Alors,
quand on parle comment dire, c'est vrai que c'est une slide américaine, mais quand on parle aujourd'hui comment dire, d'accompagnement sur nos clients, si on essaie de traduire cette slide correctement, ce qu'il faut bien voir, c'est que de par nos antécédents, on a aujourd'hui près de 16 ans ou 17 ans d'existence chez EDB. On est, et sans arrogance aucune, capable comment dire, de complètement nous adapter en fonction de l'interlocuteur qu'on va avoir en face de nous sur comment dire, le discours à tenir et surtout les attentes que vous pouvez avoir vis-à-vis de nous selon que vous êtes développeur, selon que vous êtes administrateur, IT directeur, etc. etc. Donc, on ne se cantonne pas uniquement à une analyse technique de votre problème, ça peut être une analyse technique qui va être, comment dire, conjointement à une vision business de votre problème. On sait tous aujourd'hui que l'IT pour l'IT, ça n'a pas de sens, que l'IT, vous êtes challengé aujourd'hui tous les jours par les métiers pour optimiser, avec généralement des restrictions budgétaires, votre infrastructure IT, améliorer la qualité de service, améliorer l'expérience utilisateur. Donc, on est capable aujourd'hui d'intégrer tous ces concepts-là lorsque on va accompagner nos clients dans les différentes étapes de l'évolution de leur infrastructure DB actuelle. Donc, gardez-le à l'esprit. Si aujourd'hui, vous avez besoin d'un certain niveau d'interlocuteur ou un certain niveau d'expertise chez EDB, on sera capable de vous mettre les bonnes personnes en face pour s'assurer que nous sommes en permanence, on va dire, en adéquation avec vos attentes. Alors, je ne vais pas vous lister, parce qu'on en a pléthore de nouveau, sans être prétentieux sur le sujet. On a aujourd'hui beaucoup de clients et c'est vrai qu'on en tire une certaine satisfaction. Et l'avantage de cette slide, c'est surtout de mettre en exergue le fait que EDB n'a pas de, comme on dit, de verticals ou de secteurs d'activité spécifiques ou prédominants. On est aujourd'hui aussi bien en partenariat avec des sociétés qui sont dans le secteur industriel. On a en France, par exemple, certains gros manufacturiers de pneumatiques, par exemple. On a des grosses sociétés qui sont dans le secteur bancaire. On a des grosses sociétés dans le secteur de l'assurance. Donc, on va dire que le produit EDB a la chance d'être complètement transverse. Et comme vous le voyez, au niveau des clients qu'on a mentionnés dans cette slide, et ne s'agissant pas d'une liste exhaustive, on a aussi bien des clients dans les administrations que des clients, comme je le disais, dans le secteur de la banque, de la finance, etc. etc. Donc, gardez toujours à l'esprit que aujourd'hui, chez EDB, n'importe quel type de client en fonction de son activité peut être potentiellement un client EDB. Et idem au niveau de la taille, nous ne travaillons pas qu'avec des gros clients. On a aussi des clients de taille intermédiaire ou petite. Donc, à partir du moment où vous avez une problématique ou un besoin particulier, on est capable de vous accompagner. Alors, ce que l'on vous propose, c'est effectivement, vous avez vu que, comment dire, on a un certain nombre d'outils qui sont disponibles, notamment au travers de notre site web ou au travers de, comment dire, des personnes qui sont indiquées sur cette slide, donc c'est-à-dire Thomas ou moi-même. N'hésitez pas de nouveau à nous solliciter, même si vous êtes dans une logique de veille technologique, une logique d'investigation ou une logique comment dire, de réflexion. On peut vous aider sur ce sujet-là et vous accompagner. On peut le faire directement, comme on peut le faire aussi au travers du partenaire aujourd'hui, si vous avez des partenaires avec lesquels vous êtes habitué à travailler. On est capable aussi de faire une espèce de task force et adresser vos problèmes conjointement et collectivement. Ce que je vous propose maintenant, si vous voulez, c'est peut-être comment dire, de regarder les questions qui ont été postées sur le chat. Alors, j'en ai une d'une personne que nous avons la chance de connaître. Bonjour Laurent. Donc, Laurent nous pose la question suivante, et ça va être une question aussi pour Thomas. La question de Laurent est: peut-on avoir un outil comme celui du portail sur notre data center? Alors, je ne vais pas mentionner le nom de la société pour laquelle travaille Laurent. C'est une grosse société. Et donc, la question est complètement pertinente parce que ça peut être une question qui peut intéresser bon nombre de clients. Thomas, peut-être, est-ce que tu peux répondre à la question de Laurent? Alors, c'est un sujet qui est en cours. En fait, la version existait, sauf que ça donne accès à la protection. En fait, ça touche à la protection intellectuelle, pardon, j'arrive à trouver mon nom, de DB. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est en cours parce que Laurent n'est pas le seul à en faire la demande, où on va essayer de sortir une version potentiellement un peu light du portail qui pourra être installée directement chez les clients pour faire des migrations plus en masse directement sans avoir besoin de passer par Internet. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de visibilité sur une date de release ou quelque chose comme ça. Mais donc, Laurent, c'est en cours et on pourra en reparler un petit peu plus amplement. Je pense qu'on est si je ne me trompe pas, on se voit cette semaine. Donc, on pourra reparler du sujet. J'ai une autre question de Frédéric
Donc la question est intéressante et je pense qu'effectivement ça peut permettre d'illustrer et comment dire, de compléter cette présentation. Frédéric nous pose la question, bonjour, juste un exemple de projet que vous avez fait avec ses clients, donc on va dire avec des clients, et je pense que si la question de Frédéric, je l'interprète correctement, c'est quels sont peut-être les use cases les plus représentatifs de EDB en règle générale, donc on en a un certain nombre, dont effectivement celui de la migration. Est-ce que peut-être, Thomas, tu peux, par des exemples concrets, étayer et donner à Frédéric quelques exemples récents, on va dire, puisque là, on est dans le sujet de la migration, réalisés ces derniers mois avec des clients en France ou en Europe? Oui, alors en termes de migration, aujourd'hui, on a tout type de migration, c'est-à-dire on peut avoir des petites migrations où ça va être des applications, par exemple Java, qui étaient connectées à une seule base de données. Et donc, du coup, la logique, c'est c'est vraiment des migrations qui, du coup, vont être transparentes dans le sens où on va redéployer, donc, on va prendre, vous avez donc une base de données, des données, une application. On va utiliser le fameux portail pour migrer le schéma. On va utiliser le Migration Toolkit pour migrer les données. On va juste redéployer l'application avec les nouveaux drivers sur cette nouvelle base de données. Et après, on va faire généralement du parallel run où on va répliquer les données Oracle dans la base Postgres et pouvoir faire les tests de non-régression, ce genre de choses, sur la base EDB. Ça, c'est des petites migrations classiques. Après, on peut avoir des migrations où on va avoir de très très grosses bases de données, des bases de données qui peuvent atteindre le Tera, où là, on va avoir des problématiques très différentes parce que ça va être surtout des problématiques liées au temps d'interruption. Parce que finalement, vous êtes obligé de garder la cohérence des données et vous ne pouvez pas le faire en mode one-shot. Donc, du coup, là, on va avoir des problématiques autour de je réplique ma donnée, je vais faire un snapshot de ma base de données Oracle à un instant T, et après, je vais devoir gérer une réplication pour remettre à jour ma base EDP. Et il faut être sûr que finalement, la réplication arrive à être assez rapide pour rattraper le retard et pas y passer 2 semaines ou 3 semaines. Donc ça, c'est un cas qu'on a eu à l'étranger où justement, on a dû travailler un peu plus en détail à ce niveau-là. Et un dernier exemple qui est en France dans la grande distribution où justement, ils devaient migrer Oracle Spatial où ils utilisaient une solution qui s'appelle Argis. Et que donc, ils avaient la nécessité de migrer l'ensemble du spatial Oracle vers du Postgres, vers du PostGIS, et où donc on a dû les aider, donc là, plus au niveau service, pour réaliser cette migration. Alors, et du coup, il y a une seconde question qui est arrivée, c'est de savoir si on fait des tests de performance systématiques. Oui, toujours de Frédéric. Oui. Oui. Alors du coup, des tests systématiques, pas forcément. C'est généralement les clients en fonction de leurs besoins en termes de performance. Pourquoi? Parce que nous, de manière générale, ce que je dis, c'est on va être entre 10% moins et 10% plus consommateurs en CPU, généralement. Après, ça sera vraiment au cas par cas de savoir qu'est-ce que vous aviez comme performance, qu'est-ce que vous avez fait comme optimisation. Là, on a un client qui finalement a pris nos produits, a fait la migration lui-même et nous a rappelé, je ne sais pas, il y a une dizaine de jours, etc., en disant on a fait les tirs de performance et on a exactement les mêmes performances sur EDB que sur Oracle, donc c'est parfait, nickel, on part en prod. Voilà, c'est sur des petites bases de données, l'exemple que je prenais tout à l'heure, par exemple, on ne va pas faire de tir de performance parce qu'on sait très bien qu'on tiendra de la même manière. L'idée, c'est vraiment de se dire que notre moteur, ce n'est pas une surcouche qu'on a créée, c'est vraiment, on sait nativement interpréter le PLSQL. C'est pour ça que ce n'est pas des extensions, c'est vraiment dans le moteur, c'est vraiment le binaire qui est capable de le faire. Mais après, on est capable de le faire. On a des équipes services qui peuvent aider le cas échéant. Et on a même le cas où c'est des clients qui viennent nous voir en nous disant, on a eu un cas, alors c'était lié aux clouders, mais où ils avaient une base de plusieurs terras chez un clouder et ils avaient besoin de nous pour la migrer sur EDB Postgres pour justement récupérer les performances qu'ils avaient perdues lors de leur migration préalable d'Oracle vers le clouder sur Postgres. Alors, on parlait, pour compléter ce que dit Thomas, on parlait tout à l'heure de POC. C'est vrai que d'un éditeur à un autre ou d'un constructeur à un autre, la terminologie, la signification peut être différente. Sachez quand même que chez EDB, quand on parle de POC, on est capable d'envisager aussi le POC sous une forme, comme l'appellent les Américains chez nous, Production Ready, c'est-à-dire que même si effectivement le POC a vocation de se réaliser dans un environnement de non-production, on est capable de simuler, bien entendu, puisque ce sont vos données, votre environnement et votre contexte, de simuler votre contexte, on va dire, de travail habituel pour, une fois que vous obtenez les résultats probants et à la hauteur de vos attentes, vous soyez capable de complètement passer ce POC dans un environnement de production, donc vous permettant de travailler immédiatement.
Donc voilà, on sait que chez certains éditeurs, ça peut s'appeler pilote, il y a différentes variantes. Chez nous, ça s'appelle POC, Production Ready, donc on est capable de travailler sur cette logique-là aussi. Un point qu'on n'a pas abordé, puisque je pense on en arrive quasiment à la fin de nos questions et de cette session, on a aussi certaines études de ROI qui ont été faites avec des clients. Alors, je ne vais pas vous promettre monts et merveilles parce que ça serait extrêmement malhonnête et prétentieux de notre part de vous dire que vous allez obtenir une économie d'échelle de X ou de Y. Sachez quand même qu'en règle générale, on est dans des proportions qui sont extrêmement substantielles avec des économies d'échelle qui, généralement, quand un client regarde, je ne parle pas du coût d'acquisition en termes de ce qu'on pourrait appeler TCO, hein, ou toute autre possession, mais quand on regarde aujourd'hui ce que certains clients doivent acquitter sur des renouvellements, simplement je parle de renouvellement, je ne parle même pas d'acquisition de licence, ou chez certains éditeurs comme par exemple Oracle, versus le coût de migration et le cas échéant le coût d'acquisition des licences et des souscriptions chez EDB, c'est des rapports qui peuvent être extrêmement conséquents, avec parfois des rapports de 1 à 4, de 1 à 5. Donc, c'est des chiffres qui sont extrêmement parlants et qui permettent à des responsables IT, généralement, de faire des calculs de ROI, on va dire, d'une évidence biblique ou d'une simplicité vraiment extrêmement convaincante. Donc, gardez-le à l'esprit. On a aussi, alors je ne dirais pas qu'on a un configurateur, on ne travaille pas de cette manière-là, mais on est capable, en tout cas, après des simulations, une fois que la technique a été comment dire, démontrée, on est capable de vous faire des études de TCO qui sont extrêmement intéressantes.